concrètes, mais très sensibles, qui font qu'il faut poser des questions franchement avec notre invité, donc, qui lui va représenter le gouvernement dans cette soirée. C'est vrai que les débats autour de la radicalisation, il y en a eu beaucoup. Oui, qu'est-ce que celui-ci va apporter de plus en fait? Quelle sera votre valeur ajoutée ce soir? Alors déjà, on va prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette attaque, je le disais, de la préfecture, où on a vu donc un fonctionnaire de police s'attaquer à d'autres fonctionnaires de police, qui était quand même inédit. C'était il y a 3 semaines. Ouais. On a un petit peu plus d'éléments sur cette enquête, sur ce qui s'est passé réellement. On va essayer de comprendre comment tout cela a pu être possible et surtout comment on peut éviter de nouveaux drames de ce genre. Et puis d'une façon générale, on s'est dit à l'occasion de cette attaque, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une espèce de radicalisation générale, j'allais dire? Est-ce qu'il y a une contagion? Est-ce que c'est un fantasme qui est alimenté par, j'en sais rien, des partis politiques, des peurs tout simplement de la société? Ou est-ce que c'est une réalité? Et si c'est une réalité, est-ce qu'on peut quantifier? C'est-à-dire que combien de personnes sont radicalisées en France? Ce sont ces questions-là qu'on va essayer de poser. Je ne prétends pas du tout apporter une parole divine ce soir, mais en tout cas poser les vraies questions. Nous allons y revenir dans quelques instants. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Bruce Toussaint. Faites-vous partie des fidèles de sa nouvelle émission Tonight Bruce Info. Appréciez-vous les enquêtes diffusées sur BFM TV? Quel thème aimeriez-vous que BFM TV traite lors de ses prochains débats? Vous pouvez envoyer toutes vos suggestions. Il y reviendra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Bruce. Bonjour Sarah. Alors comme chaque jour, on commence avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête des audiences? J'ai ma petite idée quand même. Ouais, c'est France 3 qui proposait Capitaine Marlowe. Alors on peut le dire, la chaîne du service public écrase tout. Près de 7 millions de téléspectateurs étaient devant le numéro inédit avec Joe Star, ce qui représente 28,7% du public, donc largement devant la concurrence. M6 est deuxième. La chaîne lançait la 14e saison de La France a un incroyable talent. Eh bien, ils étaient environ 3,3 millions de personnes, ce qui représente 14,5% de part de marché, ce qui est pas mal. C'est un peu moins que le lancement de l'année dernière, mais ça reste un joli score pour la chaîne. Et enfin, on a TF1 qui est troisième sur le podium avec SWAT. La série américaine a réuni 3,1 millions de personnes et 13,4% de part de marché. Et on va finir avec le docteur Michel Simès qui est au pied du podium avec son documentaire sur France 5 consacré au sommeil. 1 300 000 personnes étaient au rendez-vous, ce qui représente 5,5% de part d'audience. Près de 7 millions de téléspectateurs pour Capitaine Marlowe, c'est la fiction française la plus puissante du moment. Vous regardez Capitaine Marlowe, vous êtes passé à côté? Non mais je suis sûr que c'est formidable. Je vois très bien l'actrice, effectivement, que j'avais vue dans Engrenage la première fois, je crois. Ouais, Corinne Maziero. Et voilà, Corinne Maziero. Mais c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Je suis vraiment idiot parce que si ça fait autant de succès, c'est que c'est forcément bien. Et vous regardez quoi, la télévision? On a l'habitude de vous voir aux commandes de Tranche Info. On sait que vous êtes un journaliste. Est-ce que parfois vous vous laissez tenter par d'autres genres, le divertissement, la télé-réalité? Bien sûr. Moi, je regarde tout. Vous regardez tout? Je regarde tout. Non, vraiment, je trouve que ça fait partie de mon boulot aussi. Alors, de mon plaisir de téléspectateur, mais aussi de mon boulot de regarder un petit peu ce qu'il y a à la télévision. Je regarde beaucoup de séries. J'ai regardé un peu en retard, mais j'ai vu enfin toute la saga de Game of Thrones. Donc, je suis arrivé juste à temps pour la dernière saison. Ça m'a absolument scotché. Je regarde plein de choses. En ce moment, il y a une série sur Canal qui me plaît beaucoup, qui s'appelle The Twilight Zone, qui est le remake de la 4e dimension. Je trouve ça très chouette. Non, je regarde beaucoup Netflix aussi. J'ai regardé une série qui s'appelle The Politician sur Netflix. Et puis, non, j'ai envie de regarder Masked Singer sur TF1 quand ça va arriver, parce que ça m'intrigue. C'est assez audacieux comme concept. Ce que je regarde moins, c'est les jeux, par exemple. Mais sinon, non, je regarde beaucoup de choses. Je regarde beaucoup d'infos aussi. J'ai regardé avec beaucoup de plaisir les 2 émissions consacrées à 7 sur 7 et à Anne Sinclair sur la chaîne parlementaire, exactement, présentée par Patrick Cohen. Voilà, je trouvais ça formidable.
Voilà, donc je regarde un peu tout. Des goûts très variés et peut-être une émission que vous regardez qui s'appelle On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Bien Alors sûr, vous savez bien sûr. que cette saison, Laurent Ruquier a choisi de proposer 2 nouveaux chroniqueurs chaque semaine. Et bien là, maintenant, ça y est, on connaît les chroniqueurs qui s'installeront sur le fauteuil ce samedi. Oui, alors après 2 semaines d'interruption à cause du rugby, l'émission de Laurent Ruquier revient samedi soir sur France 2 et c'est un duo de chroniqueurs inédits qui s'installera sur le plateau. Ce sont la journaliste Sonia Mabrouk et l'écrivain Philippe Besson, voilà, que vous voyez apparaître à l'écran. Philippe Besson qui est un proche d'Emmanuel Macron. Ils donneront leur avis sur l'actualité et les produits des autres invités. C'est une première, l'enregistrement doit avoir lieu jeudi soir à Paris au studio Gabriel. Alors Bruce, là vous faites partie de BFM TV, mais dans une autre vie, vous auriez pu être chroniqueur dans On n'est pas couché. Pourquoi pas, mais Ouais. d'abord, je pense pas en avoir le C'est un autre talent métier, et la qualité. Je pense qu'honnêtement, c'est un métier très particulier, très polémiste. Ouais. Voilà, d'abord, il faut avoir un avis sur tout, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et puis, non, mais il faut avoir un talent particulier. Moi, je suis plus, je sais pas, plus, Vous êtes plus un observateur qu'un critique. animateur, journaliste. À la rigueur, je serais plus dans le fauteuil, toute proportion gardée de Laurent Ruquier. Ouais. À choisir, vous préférez être un chef de bande Voilà. qu'un chroniqueur. Allez, on termine avec une dernière info. Cette fois-ci, il s'agit d'une info qui vient de chez nous. Ouais. Voilà, le Figaro a sorti un hors-série événement. Sarah, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui, à l'occasion de la grande expo Léonard de Vinci qui commence demain au musée du Louvre, eh bien, le Figaro publie un hors-série, vous le voyez apparaître à l'écran, consacré aux peintres. Alors, des historiens, des critiques d'art et des essayistes lèveront le voile sur les mystères de ses œuvres, leur complexité et décrypteront les peintures mythiques du peintre, évidemment la Joconde, la Vierge des Rochers ou encore la Seine. Alors, il y a 2 jours encore, le Secret d'Histoire spécial consacré à l'artiste a réalisé un joli score d'audience, environ 2 600 000 personnes rassemblées et 12% du public. Alors, c'est une émission qui est animée, évidemment, on le rappelle, par Stéphane Bern, qui cumule les casquettes. Journaliste dans Jour de France, il est également présentateur de magazines à la télévision, parfois animateur d'émissions de divertissement aussi, on l'a vu dans l'Eurovision. Est-ce que vous aimeriez faire un pas de côté aussi, laisser un petit peu cet univers de l'information et puis aller voir ce qui se passe du côté du divertissement? C'est quelque chose que vous pourriez faire? Quand on fait ce métier, on a envie de toucher à tout Ouais. en général, mais encore une fois, moi, je pense que ce ne serait pas forcément mon point fort. Je crois quand même que l'infotainment, oui, Ouais. d'ailleurs, quelque chose qui ressemble un petit peu maintenant à ce que je fais le soir sur BFM, c'est un peu mon registre. Donc, je pense que je suis plus à l'aise dans cette catégorie-là. Je ne saurais pas du tout faire ce que fait Stéphane Bern. On vous verra pas aux commandes d'un jeu prochainement, quoi. C'est ce que vous voulez nous dire. Je ne crois pas. Non, vraiment, je crois que je ne saurais pas faire. En tout cas, quelque chose que vous savez parfaitement faire, c'est animer des débats. Et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous animez un nouveau débat autour du thème de la radicalisation. C'est ce soir à 22h sur BFM TV. Alors vous allez évoquer des pistes pour combattre ce phénomène. Alors déjà, en un mot, pourquoi vous avez décidé de traiter ce thème aujourd'hui, là, maintenant? On a eu envie de traiter ce thème parce que c'est un thème qui en fait a émergé à nouveau au moment de l'attaque de la préfecture de police de Paris. C'est pas neuf, hein, puisque en fait depuis les attentats de 2015, Charlie bien sûr le 13 novembre et puis ensuite tous les autres, Nice notamment. Voilà, cette question de la radicalisation se pose. Les djihadistes qui ont frappé la France sont systématiquement des personnes qui, à l'origine, étaient radicalisées. Est-ce que tous les radicalisés sont des terroristes en puissance? La réponse est non, évidemment. Mais ça représente un danger pour la République, un danger pour notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ces gens-là? Surtout lorsqu'on découvre qu'il y a des personnes radicalisées dans les services publics, y compris même dans les services de sécurité. Et à la préfecture de police de Paris, par exemple, on a recensé une trentaine de personnes radicalisées. Ça pose quand même des questions presque existentielles, je trouve, pour notre République et pour notre société. Comment on lutte contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, voilà, le point de départ, c'est la préfecture de police de Paris et un questionnement qui en fait est présent dans la société depuis quelques années. Alors vous avez annoncé tout à l'heure que Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera avec vous en plateau ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui ont été confirmés déjà? Bien sûr, on a l'intention de recevoir à la fois des élus, d'abord c'est important, des députés, des gens comme Robert Ménard, comme Daniel Obono pour la France insoumise, mais aussi des chercheurs, des gens dont c'est le métier, des sociologues qui vont travailler par exemple dans les prisons pour essayer, vous savez que les prisons sont des foyers de radicalisation
souvent. Il y a des gens aussi que nous allons accueillir qui sont des élus de terrain. Je pense à M. Haddad, qui est le maire de Sarcelles. C'est une panoplie de gens qui vont pouvoir à la fois venir raconter leur expérience et aussi interpeller le secrétaire d'État. Alors cette émission s'installe en deuxième partie de soirée, alors que le premier débat de cette saison, qui était consacré aux affaires judiciaires dans le milieu politique, était diffusé à 20h45 en prime time. Pourquoi ce nouveau débat, qui est un sujet très important, n'a-t-il pas sa place en première partie de soirée? Il aurait pu avoir sa place en première partie de soirée. C'est un choix qui a été fait par la direction de la chaîne. Je pense qu'il faut tenter des choses, il faut essayer plusieurs formats. Là, nous essayons ce format à 22h, sur 2 heures, ce qui est déjà beaucoup. On sait que, par ailleurs, il y a un public, le public de la chaîne d'info aime bien venir en deuxième partie de soirée comme cela, donc on pense toucher beaucoup de monde. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr, et je vois, Sarah, que les premiers commentaires sont arrivés. Je note, et il y a plein de fans sur la page, par exemple Frédéric, qui estime que vous êtes un des meilleurs journalistes de chaîne info, voilà, qui est dit... Dis donc, j'ai bien fait de venir. Vous revenez quand vous voulez. Et j'ai une question de Maurice, qui se demande ce que Marc-Olivier Fogiel a changé sur la chaîne, enfin, comme patron, ça donne quoi, me demande-t-il? En fait, c'est assez simple, c'est sa personnalité, son vécu, son histoire qui donne une nouvelle impulsion à la chaîne. La chaîne marchait déjà très bien avant l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, mais là, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui arrive avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, et qui forcément donne presque une sorte de nouveau départ à cette chaîne. Et c'est quelqu'un qui, en plus, a le goût de l'info depuis longtemps, le goût du scoop aussi, et donc c'est vrai que pour nous qui sommes dans la chaîne, c'était intéressant de voir arriver un nouveau patron qui à la fois a envie de s'inscrire dans une continuité, encore une fois ça marche très fort, et en même temps de tenter des choses, etc. Par exemple cette émission ce soir. Donc honnêtement, pour nous, c'est tout bénef. Certains trouvent qu'il est parfois un peu trop people, c'est les critiques qu'on peut lire ici et là. Alors vraiment, c'est quelque chose qui me paraît absolument pas justifié. Pour moi, suivant la formule de Pierre Lescure, qui est un de mes mentors dans ce métier, tout est info. Donc les intempéries, c'est de l'info, le people, c'est de l'info. Si ça se justifie, pas toute l'actualité people. Mais enfin, le people, qu'est-ce que ça veut dire après tout? Est-ce que non, disons qu'il avait des amitiés. L'interview avec Luc Besson, par exemple, a été critiquée. Voilà, ce genre de coup. Oui, ça a été critiqué. Je pense que tout le monde a envie de la faire, cette interview. Donc, ça m'a un peu amusé de voir que tout le monde critiquait. Enfin, certains critiquaient, il ne faut pas exagérer, ça n'a pas été un raz-de-marée non plus. Ouais. Et surtout, les gens ont apprécié, puisqu'ils ont été nombreux à la regarder. Tout le monde avait envie de la faire, cette interview. C'est BFM qui l'a obtenue, et Apolline de Malherbe qui a réalisé cette interview. Je pense que c'était vraiment, à la fois, comme on dit, un bon coup journalistique, mais surtout très intéressant d'entendre pour la première fois Luc Besson s'exprimer. Cette interview, elle était incroyable. Et qui a été très reprise aussi, cette interview. Revenons au débat de ce soir sur la radicalisation. Le ton de ce débat sera-t-il celui qui était le vôtre dans C'est dans l'air, c'est-à-dire quelque chose de très posé, très calme, ou bien nous serons plutôt sur un ton un peu polémique, comme c'est le cas par exemple dans l'émission Brunet-Neumann sur BFM TV? J'aimerais bien que ce soit un peu les deux, pour être honnête. En effet, je pense qu'il faut un temps pour l'explication. C'est un sujet suffisamment sensible, suffisamment important pour qu'on se pose, encore une fois, qu'on pose les vraies questions, etc., sans tabou, comme je le disais, mais forcément, c'est polémique, puisque l'État est attaqué. Donc, si l'État est attaqué, le gouvernement est mis en cause. Est-ce que le gouvernement en fait assez sur ces sujets-là? Est-ce que le gouvernement, au contraire, ne se trompe pas de direction? Donc, forcément, il y aura, je dirais pas le mot polémique, mais ça va faire débat, oui, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que ces derniers jours, nous avons assisté à de nombreux débats sur le voile islamique que certains veulent d'ailleurs interdire dans l'espace public car il serait signe d'un islam politique, d'une forme de radicalisation. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement entre voile islamique et radicalisation? Est-ce que vous d'ailleurs, à titre personnel, ça vous choque? Alors, je pense en effet que le voile n'est pas un signe de radicalisation. Je pense que le voile est un signe religieux. Il peut en effet susciter une polémique lorsqu'il est porté, par exemple, ça a été le cas dans des sorties scolaires, dans des services publics, d'ailleurs maintenant c'est interdit. Donc ça, c'est un problème de laïcité. Le voile n'est pas un problème de radicalisation. Mais certains
et on peut trouver ça évidemment très exagéré, estime que, comment dire, c'est un signe d'une société qui change, et notamment peut-être d'un glissement, j'utilise vraiment volontairement des guillemets et des précautions, peut-être le signe d'un glissement d'une partie de la communauté musulmane vers un islam un peu plus dur, ce qui ne signifie pas non plus radicalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est très sensible, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, non, moi je ne fais pas le lien entre voile et radicalisation. Alors le débat autour de ce thème, c'est vrai, c'est radicalement durci au cours de ces derniers jours. Nous avons assisté à de nombreuses altercations verbales entre pro et anti-voile islamique ces derniers jours. Est-ce que cette hystérie autour de ce débat vous inquiète, vous en tant que journaliste? C'est un sujet, ça fait quelques années que je fais ce métier maintenant, j'ai commencé très jeune. Ouais. J'ai toujours vu ce débat. Ce débat, il existe depuis 89, j'étais même pas encore journaliste. C'est un sujet qui hystérise la société française, vous avez raison. Donc nous, notre boulot, effectivement, on ne peut pas l'occulter. On ne peut pas dire « Ah oui, mais c'est hystérisant, donc on ne va pas en parler ». Non, ça serait absurde. On est obligé d'en parler. Il faut qu'on en parle. Ne pas en parler serait irresponsable. En revanche, on doit le faire d'une façon, je crois, raisonnée et sans tomber dans cette hystérisation. C'est difficile. Vous savez, ce métier, d'abord, il n'y a pas de vérité absolue sur la façon dont il faut le faire, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Et par ailleurs, je pense que on doit avoir une responsabilité et aussi avoir une responsabilité dans la place qu'on accorde à un sujet. Je crois, j'espère que la place que BFM TV a accordée à ce sujet ces derniers jours, ces dernières semaines, était, je crois, mesurée et juste. Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas mettre ce sujet sous le tapis, vous l'avez rappelé. En même temps, nos confrères de Libération ont recensé 85 débats sur le voile islamique entre le 11 octobre et le 17 octobre. En une semaine, 85 débats. Est-ce que du coup, les chaînes d'infos n'ont pas un petit peu participé à l'hystérisation de ce sujet en organisant quelque part des matchs idéologiques en plateau? Il ne nous a pas échappé dans cet article de Libération que BFM TV avait été la chaîne qui avait organisé le moins de débats, loin derrière ses concurrents. Ce qui d'ailleurs me permet de dire que lorsque j'entends les chaînes d'infos, je suis de plus en plus embêté. C'est comme si je vous mettais, vous, le Figaro, dans le même sac que Libé, l'Humanité, l'Équipe, Ouest France, etc. Il y a une pluralité des chaînes d'information. Chacun traite l'info comme il le souhaite. Nous, on l'a traité à notre façon. Je n'ai pas à me prononcer sur la façon dont les autres l'ont traité. Je crois qu'on l'a fait avec mesure. Le dénominateur commun entre toutes ces chaînes, par contre, c'est aucune femme voilée en plateau. Ça a été aussi souligné dans cet article de Libération. Ça, c'est quelque chose qui manquait vraiment. C'est une erreur de la part des chaînes d'info. C'est intéressant parce que effectivement, parfois on oublie l'essentiel. Je veux bien le reconnaître et je pense qu'il faut qu'on fasse tous des efforts là-dessus. Je voudrais juste signaler que j'ai fait un débat la fameuse semaine sur le voile, un vrai débat. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas parlé régulièrement, mais il y a eu un débat. Et alors on avait invité une femme qui est imam, qui est la première femme imam de France et qui ne porte pas le voile. Donc c'était assez étonnant de voir une femme qui a cette responsabilité religieuse et venir expliquer que le voile n'était pas une obligation et qu'elle avait, selon sa propre liberté, décidé de ne pas le porter. Avant de retourner du côté des internautes, vous allez y revenir ce soir sur le voile islamique aussi? Ça fera partie du débat? A priori, non, puisque je vous le disais, il n'y a pas de lien entre voile et radicalisation. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'à un moment, le débat se prolonge et, comment dire, s'étende un petit peu au-delà du thème de la radicalisation, qu'on évoque tout simplement l'islam de France, et dans ce cas-là, ça pourrait être le sujet. Sarah, des questions? Oui, et puis j'ai encore des compliments. Allez, je vais en lire un dernier. Vous êtes vraiment un journaliste professionnel et exemplaire, écrit Alexandre. Alexandre, qui a d'ailleurs une question la même que celle de Karim, qui se demande ce que vous pensez de l'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews, la chaîne concurrente. Rien. Rien du tout. Aucun avis là-dessus? Aussi, beaucoup d'avis. Mais, mais vous ne le donnerez pas. Non, c'est vraiment, comment vous dire, ça fait partie de la pluralité des idées aussi que chacun peut exprimer. C'est pas ça en fait. La raison pour laquelle je vous réponds pas, c'est ce sont des concurrents. Je crois qu'on doit respecter ces concurrents, donc je m'abstiens de commentaires. C'est dans ce sens-là. Je n'en pense pas moins.
Vous animez des débats, c'est vrai, on le verra ce soir sur BFM TV, mais vous présentez aussi la case documentaire intitulée Ligne rouge une fois par mois sur BFM TV. La prochaine enquête que vous allez proposer arrive le 4 novembre prochain, donc ce sera sur les Gilets jaunes. À un moment donné, Bruce Toussaint, est-ce que l'on n'a pas tout dit sur les Gilets jaunes? On a l'impression que c'est omniprésent sur toutes les chaînes et pourtant le mouvement s'essouffle considérablement. Oui, non, vous avez raison, le mouvement est quasi inexistant aujourd'hui. Le but de notre documentaire, le 4 novembre, ça va être de raconter l'histoire secrète du mouvement, comment il a démarré et comment surtout il a été vécu de l'intérieur au niveau de l'exécutif. Donc je pense que vous allez être assez étonnés de voir ce film. Encore une fois, ce n'est pas un film sur les Gilets jaunes aujourd'hui, hein, c'est un film sur ce qu'a été ce mouvement et comment il a été perçu au plus haut sommet de l'État. Alors vous promettez des images et des témoignages inédits. Qu'est-ce qu'on va découvrir de différent que ces images de violence que l'on a pu voir sur toutes les chaînes d'information en continu depuis le début du mouvement il y a un an? Je pense que la principale chose qu'on va découvrir, en tout cas revoir, revivre, c'est à quel point l'État n'était pas préparé à vivre ça. Et à quel point personne n'a vu venir ce mouvement. Ce qui veut dire qu'il y a eu à ce point un retard à l'allumage en permanence. Le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre ont couru après ce mouvement. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. On va parler de votre tranche dans quelques instants, mais allez, on va retourner du côté des internautes parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Et j'ai plusieurs internautes sur Twitter notamment qui me demandent si la radio vous manque. Et deuxième question, ce que vous pensez de la matinale d'Europe 1, la nouvelle, qui a démarré là à la rentrée? Alors, je ne l'ai pas écouté, mais vraiment, pour le coup... Alors, et là, ce coup-ci, c'est pas de... Je ne défausse pas, mais à part pour venir au Figaro le matin, je me lève très tard, parce que je me couche très tard, et je me lève après, je me lève vers 9h, je n'écoute pas. Je leur souhaite vraiment beaucoup de succès. Je suis attaché à cette maison, comme vous le savez, pour laquelle j'ai travaillé, donc je ne connais pas Mathieu Béliard, mais je sais... Par ailleurs, que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Oui, qui était dans votre maison sur RMC d'ailleurs. Absolument. Ouais. La radio vous manque, oui. Non. Enfin, non, parce que je suis déjà très occupé. Donc, mais un jour, peut-être, j'aurai l'occasion d'en refaire et je serai ravi. Oui, une histoire de synergie de groupe, on sait que c'est assez courant. Vous faites partie du même groupe qu'RMC. Ce serait possible que vous débarquiez un jour sur RMC aux commandes? C'est pas du tout d'actualité, mais je ne veux pas me l'interdire. Voilà, j'ai toujours adoré faire de la radio. J'ai fait Europe, France Info. Donc pourquoi pas, c'est un média formidable. Alors on parle de Tonight Bruce Info, hein, c'est le nom très sobre de la tranche que vous animez. D'ailleurs, je vous félicite de l'avoir dit dans le bon ordre. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Parce que moi-même, parfois, je me suis trompé. C'est vrai, Tonight Bruce Info, hein, dans l'ordre, c'est comme ça que ça se passe. C'est chaque jour de 22h à minuit. Vraiment, voilà, revenir sur les coulisses un petit peu de ce titre. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce titre ou c'est Marc-Olivier Fogiel qui est arrivé à la direction de la rédaction? Comment bon, je pense qu'on peut balancer. C'est Marc-Olivier qui a eu l'idée de ce titre, mais pour de bonnes raisons. C'est d'abord pour créer une différence avec nos concurrents. Là aussi, vous savez, il y a une guerre. Hein, c'est très dur, hein, la concurrence entre 4 chaînes d'infos. Donc c'est vraiment très dur. Il faut se démarquer, il faut innover en permanence. Et je pense qu'en effet, le titre était un moyen un peu d'accrocher le... Et puis c'est un clin d'œil. Il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme un clin d'œil. Mais après... Bon, passer les premiers jours un peu, où ça a un peu fait parler, je pense que les gens se sont habitués. L'idée, c'était de vous remettre au centre, vous, présentateurs, contrairement à Grand Angle avant, où c'était vraiment une émission de décryptage. Là, cette fois-ci, c'est Bruce Toussaint, chef de bande, c'est aussi ça l'idée de ce titre? Oui, effectivement, je suis entouré tous les soirs de 4 personnalités. Je dis bien personnalités parce que chacun arrive avec son vécu, son histoire, etc. Donc, Bruno Jeudi et Catherine Tricot qui sont éditorialistes et qui souvent s'affrontent. Benoît Galeret, qu'on connaît, qui a été sur RTL, sur LCI, et qui souvent nous raconte l'actualité à travers les réseaux sociaux. Jeanne Daudet, qui est une jeune journaliste, qui a beaucoup de talent et qui, elle aussi, raconte l'actualité à sa façon. Donc on est tous les 5. C'est une petite famille, une petite équipe, mais qui, je crois, s'installe et commence à séduire le public, en tout cas, je l'espère. Allez, dernière question avant notre rubrique sucré-salé. Le débat, la chaîne info, donc la tranche que vous animez chaque jour, et en plus ce module que vous incarnez également chaque jour à 18h. C'est sur Facebook Watch et bfmtv.com. Pourquoi cette présence sur le digital si soudaine, en fait? Est-ce que l'idée, c'est d'attirer les plus jeunes vers la marque BFM TV? Pas forcément les plus jeunes, mais ceux qui ont délaissé la télévision,
et en particulier les chaînes d'information. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ne regardent plus la télévision, ce qui est quand même un souci. Donc, l'idée n'est pas forcément de les rattraper pour leur dire « revenez regarder la télévision », c'est pas ça, mais en tout cas, de leur proposer une offre alternative. Ce qu'on fait dans ce programme qui s'appelle « Bonsoir Bruce », encore un titre très sobre, mais qui est plutôt sympa, vraiment, je suis très, très content de ce titre et de cette émission, c'est de proposer une autre lecture de l'actualité. Donc, on va aller chercher des histoires. On fait du décryptage aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment un programme. Honnêtement, jetez un œil si vous avez l'occasion. Je dis ça à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est mis en ligne tous les soirs à 18h. Ça dure 7 minutes, 7-8 minutes. C'est vraiment très très chouette. Un tout petit exemple, le candidat dont on a beaucoup parlé de La France a un incroyable talent, vous savez, Valentin, qui est bègue et humoriste. Je l'ai interviewé hier pour cette émission, pour ce Bonsoir Bruce. C'était un moment vraiment incroyable. Vous savez, ce garçon a des très très grandes difficultés à s'exprimer. C'est un handicap qui est très très lourd. On ne ferait pas ça en télé. On ne ferait pas ça à la télévision parce que on considérerait ça trop, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, peut-être ce serait une erreur d'ailleurs, mais en tout cas, on considérerait ça un peu trop difficile pour les téléspectateurs, etc. On l'a fait dans cette émission. Ça m'a donné les frissons et rien que d'y repenser, d'en reparler, ça m'émeut à nouveau. Ce garçon est vraiment formidable. C'est un module qui vous permet vraiment de faire un pas de côté par rapport à ce que vous faites habituellement sur la chaîne. Ouais, c'est vraiment le pas de côté. Allez, on termine avec notre rubrique sucré-salé. Alors, sucré-salé, nous vous soumettons 2 propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Voilà. Je sais que ça va pas être facile. C'est une petite séquence torture que l'on aime bien ici avec Sarah. Je vois que vous aimez une torture. Est-ce que vous préférez le débat ou le documentaire, l'enquête? Le débat? Le débat. Ce que vous allez faire ce soir donc sur BFM TV. C'est dans l'air ou Bruce Tonight Info? Ah bah, l'émission que je présente en ce Tonight, moment, évidemment. Info, oui, non, mais plutôt cette émission, j'ai adoré C'est dans l'air, mais bon, voilà, c'est une page qui s'est retournée. Est-ce que vous êtes plutôt le soir ou le matin? Le soir. Le soir, bien sûr. Définitivement. C'est vrai que vous avez animé la matinale d'Europe 1 aussi. 10 ans de matinale en tout. 10 ans de matinale. La télé ou la radio? La télé. La télé, définitivement. Adeline François ou Christophe Delay? Ah, voilà. C'est comme s'il faut choisir entre papa et maman. Voilà. Ça c'était celui que j'attendais avec grande impatience. Ils sont indissociables. Allez, et le dernier, Nico Saliagas ou Patrick Cohen, 2 animateurs de la matinale d'Europe 1, 2 styles différents. J'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour Nikos Aliagas, donc je vais dire plutôt Nikos. Merci Bruce Toussaint. Merci d'avoir accepté notre Sarah. invitation. Je rappelle que vous retrouverez Bruce Toussaint ce soir dans un débat intitulé Radicalisation, que faire? C'est à partir de 22h sur BFM TV. Et puis on le retrouve également chaque jour de 22h à minuit dans Tonight Bruce Info. J'ai dit dans le bon ordre cette fois-ci. Je suis assez fier de moi. Là, bravo. je suis pas peu fier. Le dernier était plutôt bon. Donc c'est chaque jour de 22h à minuit sur BFM TV. Merci beaucoup Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve demain, on vous retrouve demain Sarah en compagnie de Philippe Larocque pour une interview en compagnie d'une ex-Miss France. Je suis certain que vous serez très nombreux à la suivre demain sur la page Facebook de TV Magazine. Elle s'apprête à prendre les rênes d'un bêtisier en compagnie de Camille Lacour. Il s'agit de Camille Serre qui sera demain sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser des questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.